Alors bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire une vidéo de cours sur un chapitre important, le chapitre sur la continuité d'une fonction sur un intervalle. Donc on va découper ça en trois parties. D'abord, définir ce qu'est une fonction continue. Ensuite, on verra le théorème des valeurs intermédiaires. Et ensuite, on verra une application de la continuité pour calculer la limite d'une suite convergente qui sera en fait définie à l'aide d'une relation de récurrence. On va voir un petit peu tout ça. Eh ben, bon visionnage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction continue? Alors en fait, on va avoir une première définition qui est une définition en fait de continuité en un point, une continuité ponctuelle, en un réel A. Alors déjà, il faut comprendre que f, c'est une fonction qui va être définie sur un intervalle, qu'on va appeler i dans ce chapitre. A, ici, ça va être un nombre réel qui appartient à l'intervalle. Très important. Et dire que f est continu en ce réel A, bah, ça veut dire que quand vous faites la limite quand x tend vers a de f de x, et ben vous obtenez exactement f de a. C'est-à-dire que nous, la notion de limite, généralement, on l'a utilisée aux bornes de l'ensemble de définition d'une fonction. Par exemple, je sais pas moi, en plus l'infini, en 0 si par exemple 0 était une valeur interdite. Mais là, en fait, l'idée, c'est d'essayer d'étendre cette notion à n'importe quel endroit. Et il s'avère que dans la majorité des cas, ça va être en fait l'image de la notion de limite. En fait, on est en train de dire que si c'est l'image, ça veut dire que la fonction est continue. D'accord? Et on va essayer de voir dans quelle situation, en fait, c'est pas le cas. Quels sont les cas particuliers où finalement, la limite en un réel A, où la fonction f est définie, ça n'est pas l'image. On va voir comment on peut obtenir cette situation. Donc ça, c'est une première définition, on va dire une définition ponctuelle, et ensuite on a une définition sur un intervalle. Dire qu'une fonction, elle est continue sur un intervalle entier, ça veut dire en réalité qu'elle a un intervalle ça veut dire qu'elle est continue en tout réel appartenant à cet intervalle i. D'accord? Et ça, on va avoir une manière de le voir assez facilement, graphiquement. Cette deuxième manière de définir la continuité. Alors, c'est pas une nouvelle manière, parce qu'en fait, c'est en fonction de la première manière, mais on va voir que justement, définir ce qu'est une fonction continue sur un intervalle, on va avoir une manière géométrique de le faire. C'est ma petite remarque. Si on note C, la courbe représentative d'une fonction f définie sur un intervalle i, qu'est-ce que ça veut dire que f est continu sur cet intervalle de manière très pratique? Ça veut juste dire qu'on va être capable de tracer, qu'il est possible de tracer la courbe représentative sans lever le crayon. Alors, c'est un petit peu imagé, hein, évidemment, on va dire comme définition alternative, d'où les guillemets, mais n'empêche que intuitivement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que la continuité d'une fonction sur un intervalle, c'est la capacité de pouvoir tracer la courbe représentative de cette fonction sans devoir lever le crayon, sans faire de saut. D'accord? Il faut bien comprendre que c'est sur un intervalle, c'est pas sur une union d'intervalles, c'est vraiment sur un intervalle. Je vous rappelle que les intervalles, c'est quoi, de manière générale? Souvent, vous connaissez par exemple l'intervalle AB, où A et B sont des réels, mais vous pouvez aussi avoir un intervalle, par exemple, A plus l'infini, vous pouvez avoir un intervalle A inclus, B exclu, etc., etc. Hein, c'est ça qu'on appelle des intervalles. Et c'est sur ce type d'ensemble que l'on a cette définition. D'accord? Alors, premier exemple, par exemple, la fonction carré. On aimerait connaître la limite quand x tend vers moins 1 de x au carré. Alors, première possibilité, remarquez que x au carré, c'est x fois x, et que si x tend vers moins 1, en fait, le théorème d'obtention de limite d'un produit de fonction vous dit que ça va tendre, comme chaque facteur tend vers moins 1, hein, x au carré, x fois x, chaque facteur tend vers moins 1, ça tend vers moins 1 fois moins 1, c'est-à-dire moins 1 au carré, c'est-à-dire 1. Ok. Donc ça, c'est une première manière de justifier cette limite, mais on peut aussi le faire en utilisant la continuité. C'est-à-dire que la fonction carré, c'est une fonction de référence. Donc je vais me tracer un repère du plan, et on va essayer de tracer la courbe qui représente notre fonction. Donc je vous rappelle que
c'est représenté par une parabole. Par exemple, l'image de 2, c'est 4. Donc j'ai essayé de représenter tant bien que mal la courbe représentative de la fonction carré. Bon, on sait que c'est une parabole. Et on peut imaginer que l'on peut tracer cette parabole, par exemple sur l'intervalle moins de 2, mais de manière plus générale, même sur l'intervalle des réels, sans lever le crayon, une seule fois. Et du coup, ça veut dire, avec ce critère géométrique, que la fonction carré, en fait, elle est continue sur R. Et que donc, en particulier, elle est continue en particulier en moins 1. Et comme elle est continue, la limite, quand x tend vers moins 1 de x au carré, ça va être l'image de la fonction carré par moins 1, c'est-à-dire moins 1 au carré, c'est-à-dire 1. Car la fonction carré est continue sur R, et donc en particulier en moins 1. Donc, en fait, ça va nous servir, par exemple, pour la fonction exponentielle, où là, c'est pas simple. Quand vous dites quand x tend vers 1, la fonction exponentielle de x, c'est pas simple, là, vous pouvez pas le faire par produit. Vous êtes obligé de dire, la fonction exponentielle, elle est continue sur l'ensemble des réels, parce qu'on peut imaginer de tracer sa courbe sans lever le crayon, et sa limite, c'est exponentielle de 1. Alors, autre exemple, qui est une fonction assez importante, qu'on appelle la fonction échelon unité, qu'on va essayer de tracer. Donc cette fonction, elle est nulle tant que x est strictement négative. Et elle vaut 1 dès que x est nul, ou que x est positif. Donc, on va essayer déjà de tracer la courbe représentative de cette fonction. Vous voyez, hop, on a ce premier segment, et on a ce deuxième segment, en fait, de hauteur 1. Alors, si je donnais la courbe ici, c'est pas si clair, en fait, par exemple, l'image de 0, si on n'avait que la courbe représentative. Est-ce que c'est 0, est-ce que c'est 1? Alors, on va préciser, en fait, que l'image de 0, c'est 1, en faisant deux choses, en fait. Déjà, en mettant une croix, pour dire, attention, l'image de 0, c'est 1, et c'est pas 0. Et en fait, on va même rajouter cette information. En fait, on va mettre une sorte de petit demi-cercle pour exclure le point de coordonnées 0, 0. Donc ça, c'est la courbe représentative de cette fameuse fonction qu'on appelle la fonction échelon unité. Et maintenant, on va démontrer que la fonction u, elle est discontinue en 0. Alors, graphiquement, on sait qu'elle n'est pas continue sur R, parce que vous voyez bien que je ne peux pas, cette fois-ci, imaginer de la tracer sans lever le crayon, parce qu'en 0, précisément, il y a un saut. D'accord? Donc, on va dire que le critère graphique, il suffit à voir qu'elle n'est pas continue, et que, justement, là où il y a un saut, c'est ce qu'on va appeler une discontinuité. Mais en fait, revenons à la définition. On avait dit que si on était continu en 0, ça voulait dire que la limite quand x tend vers 0, c'était l'image. Bon. Ici, en fait, vous voyez bien qu'on est obligé de faire une limite à gauche et une limite à droite. Donc, c'est-à-dire qu'on va regarder qu'est-ce qui se passe quand x tend vers 0, mais x plus petit que 0. Donc, il s'avère que quand x est plus petit que 0, u de x, en fait, par définition, il vaut 0. Donc, on est en train de se demander quelle est la limite quand x tend vers 0 de la fonction nulle. C'est égal à 0. Ça veut dire que si vous restez à gauche de 0, nécessairement, en fait, vous stagnez, vous êtes une fonction constante à 0, donc vous tendez vers 0. Et on fait la même chose cette fois-ci avec la limite à droite. Quand x tend vers 0, mais cette fois-ci, x plus grand que 0, qu'est-ce qui va se passer? Parce que cette fois-ci, par définition, notre fonction u de x, elle vaut 1 à chaque fois. Donc la limite, ça va être 1. Donc déjà, on n'a pas la même limite. Et en fait, ici, on avait dit que si la fonction, elle était continue, donc non seulement il faudrait que la limite à gauche soit égale à la limite à droite, mais il faudrait également que ce soit égal à l'image de 0. Or ici, si vous regardez, u de 0, encore une fois, par définition, en fait, ça vaut 1. Donc là, c'est déjà terminé, parce que vous voyez ici, c'était différent de l'image de u par 0. Donc là, c'était pas possible. On n'a pas ici, déjà, ça n'a aucun sens de parler de limite quand x tend vers 0 de u de x. Déjà, ça n'est pas défini, parce que la limite à gauche n'est pas égale à la limite à droite. Et de toute façon, ne serait-ce que la limite à gauche, elle n'était pas égale à l'image. Donc ici, on a vraiment une fonction u qui n'est pas continue en 0. Alors on peut remarquer que la fonction échelon unité, par contre, elle est continue sur l'intervalle moins l'infini 0, et elle est aussi continue sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Alors, on va avoir un critère très simple pour avoir qu'une fonction est continue sur un intervalle. C'est déjà si vous avez une fonction qui est dérivable sur un intervalle, il n'y aura aucun problème.
elle sera continue sur ce même intervalle. Donc ça veut dire qu'on a en fait beaucoup de fonctions de base qui vont être continues. En particulier, toutes les fonctions polynômes, que ce soit des fonctions affines, des fonctions du second degré, mais même de degré 3, comme elles sont dérivables sur R, elles sont continues sur R. Les fonctions rationnelles, c'est-à-dire des quotients de fonctions polynômes, elles sont dérivables sur les intervalles sur lesquels elles sont définies. Et donc, du coup, elles vont être continues sur leur ensemble de définitions, sur tous les intervalles sur lesquels elles sont définies. La fonction exponentielle, qui est par définition une fonction qui est dérivable et qui est égale à sa propre dérivée, elle est continue sur R. Les fonctions cosinus et sinus, qui sont représentées par des sinusoïdes, sont continues sur R. On avait vu que les fonctions cosinus et sinus sont dérivables. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus, et la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc voilà, on a toute cette famille de fonctions qui sont continues. Maintenant, calculons et justifions la limite quand x tend vers 0 de exponentielle de x. Alors, pourquoi ça intervient relativement tardivement, ce type de question? Alors, ça intervient quand on a des composés, d'accord, dans la pratique. C'est vraiment une question qu'on peut se poser. Mais justement, ça, au début, on n'en parle pas, parce que ce qui nous intéresse, c'est d'étudier les limites aux bornes d'un ensemble de définitions. Alors, exponentielle de x, les bornes de son ensemble de définitions, c'est moins l'infini et plus l'infini. Et pourtant, on peut quand même se poser la question, quelle est la limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle de x? On sait que la fonction exponentielle, elle est continue sur R, et donc on a le droit de dire que la limite quand x tend vers 0 de x, c'est tout simplement son image de 0 par la fonction exponentielle, et donc c'est égal à 1. Alors, petite remarque un peu subtile, la fonction f, elle peut être continue sur un intervalle, sans être dérivable. C'est-à-dire que quand vous êtes dérivable sur un intervalle, ça implique la continuité. Mais la réciproque n'est pas vraie. Si vous êtes continu sur un intervalle, ça ne veut pas forcément vous garantir que vous êtes dérivable sur la totalité de cet intervalle. Alors la grande fonction casse-pied, c'est la fonction racine carrée, qui va être continue sur 0 plus l'infini. Alors pourquoi? Parce que si vous voulez tracer la fonction racine carrée, je vous rappelle que la courbe représentative, c'est une demi-parabole. Et en 0, ça a du sens. La fonction racine carrée, elle est bien définie en 0. Racine carrée de 0, c'est tout simplement 0, ça correspond à ce fameux point. Donc, on peut imaginer, comme c'est représenté par une demi-parabole, qu'on peut tracer sa courbe représentative sur l'intervalle 0 plus l'infini, sans lever le crayon. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que sa fonction dérivée, je vous rappelle que la fonction dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x, qui n'est pas, cette fonction, définie en 0. La fonction racine carrée est une fonction qui est dérivable sur 0 exclu plus l'infini, mais qui n'est pas dérivable en 0. Et pourtant, elle est continue en 0. Donc, attention. Et le deuxième exemple, en fait, c'est la fonction valeur absolue. Alors, c'est pas étonnant que la fonction valeur absolue soit aussi un autre exemple de fonction qui ne soit pas continue, en particulier en 0. Déjà, parce que la valeur absolue de x, je vous rappelle en fait qu'une définition possible, c'est racine de x au carré. Et donc on voit apparaître la fonction racine, et dans la composition, évidemment, ça va être en 0 qu'il va y avoir un problème. Donc je vous rappelle que la fonction valeur absolue, ça vaut x si x est positif, et moins x si x est négatif. Et ça, c'est une autre manière de la définir. Et voilà la courbe qui représente la fonction valeur absolue. Alors elle est continue, parce que vous voyez, on peut bien imaginer, en fait, c'est représenté par l'union de deux demi-droites, et on peut très bien imaginer, effectivement, de la tracer sans lever le crayon, l'image de 0, c'est 0, mais vous voyez, on observe un pic. Or, quand vous êtes dérivable, qu'est-ce qui se passe généralement? En chaque point, en fait, vous avez une tangente, et en fait, quand vous avez une tangente, ça oblige finalement votre courbe, on va dire localement, je ne l'ai pas très bien fait ici, mais ça oblige votre courbe localement, en fait, à être assez régulière, c'est-à-dire d'avoir un tracé qui, entre guillemets, en termes de direction, qui est continu, où il n'y a pas de cassure, où il n'y a pas de pointe. Ici, vous voyez, on a un problème en termes de... On a un changement violent, en fait, en termes de direction. Et donc, du coup, ce pic-là fait qu'en réalité, elle n'est pas dérivable en 0. Et pourtant, elle est continue. Deuxième partie, le théorème des valeurs intermédiaires, qui est juste un théorème d'existence, en fait, de solution de certaines équations. Donc j'ai essayé de dessiner la courbe représentative d'une fonction qui était dérivable sur un intervalle AB. Et qu'est-ce qu'on va me dire? On va me dire
on va en fait regarder qu'est-ce qui se passe entre f de a et f de b. On va me dire que si ma fonction elle est continue sur l'intervalle AB, eh ben pour n'importe quelle valeur intermédiaire, d'où le nom de théorème des valeurs intermédiaires, n'importe quelle valeur intermédiaire en fait entre les deux images, que l'on va noter Y, n'importe quelle valeur entre f de A et f de B, eh ben il s'avère qu'en fait, on va avoir un antécédent qui appartient à l'intervalle AB, qu'on va noter x0. On va au moins avoir un antécédent tel que f de x0 soit égal à y0. Et en fait, pourquoi on a ça? C'est tout simple. C'est que, vous voyez bien, on va relier ces deux points. Et comme ma fonction, elle est continue, ça veut dire que ma courbe représentative, je peux tracer ma courbe représentative entre ces deux points sans lever le crayon. Et donc, si j'ai une hauteur, entre guillemets, une altitude, une ordonnée qui est coincée entre f de A et f de B, nécessairement, je vais être obligé, finalement, de couper à un moment donné cette droite d'équation y égale y0. Donc c'est ça l'idée. Bon, maintenant le truc, c'est que vous voyez bien, ici, si par exemple y0 est très proche de f de a, je peux éventuellement couper au moins une fois, mais peut-être que je peux couper plusieurs fois. Et vous voyez, c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire que, en réalité, vous n'avez pas unicité de ce fameux x0 suivant la valeur de y0. Et ça va être un gros inconvénient, et c'est pour ça que vous avez un « il existe au moins ». On ne vous dit pas qu'il y en a unicité. On verra que pour résoudre une équation, c'est pas si évident que ça de l'utiliser telle qu'elle, parce que ça vous dit qu'il existe une solution, au moins une, mais potentiellement, vous pouvez en avoir plusieurs. Donc on va voir comment utiliser ce théorème de manière correcte, en fait, pour être capable, en fait, de l'appliquer sur un intervalle où on va avoir la certitude que si on obtient une solution, cette solution est unique. Et ça, on va voir ça plus tard. Donc, exemple, alors j'ai pris une fonction un petit peu, fonction polynôme de degré 3, vous voyez, qui est représentée par cette courbe. Donc 0,5 fois x au cube, moins 0,75 fois x au carré, moins 3x plus 1. Et on se demande si l'équation f de x égale 2 admet au moins une solution sur l'intervalle moins 2 à 4. Donc, si vous regardez bien, l'image de moins 2, c'est 0, d'accord? Et l'image de 4, c'est 9. Et donc, effectivement, entre guillemets, si vous regardez l'image de 4 qui vaut 9 et l'image de moins 2, évidemment, si vous regardez l'équation, enfin, la droite d'équation y égale 2, effectivement, 2 est bien compris entre moins 2 et 9. Et donc, le théorème vous certifie, dans ce cas-là, comme la fonction est continue, qu'on va au moins avoir une solution. Donc, f est continu sur l'intervalle moins 2, 4. f de moins 2, on voit qu'il est plus petit que 2. f de 4, il est plus petit que 2. Donc, 2, il est bien compris entre f de moins 2 et f de 4. C'est bien une valeur intermédiaire. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins un réel x0 dans l'intervalle moins 2, 4, tel que f de x0 égale à 0. Mais vous voyez qu'en réalité, ici, vous avez en réalité 3 points d'intersection, ça veut dire que vous avez en fait 3 valeurs potentielles pour x0. Ici, x0, il est loin d'être unique sur l'intervalle moins 2, 4. Donc c'est ça, on a 3 solutions sur cet intervalle, et on pourrait regarder par exemple les valeurs arrondies, environ moins 55, moins 0,38 et 3,42. Donc l'inconvénient de ce théorème utilisé tel quel, c'est qu'il n'assure pas l'unicité de notre solution. Ce qui n'est pas très pratique si vous voulez résoudre une équation, puisque résoudre une équation, c'est exactement dire combien il y en a. C'est pas forcément dire, il y a... Alors c'est déjà très bien de savoir qu'il existe au moins une solution, ça c'est très bien, mais on veut savoir combien il y en a exactement, et si possible, les définir. Alors on va en fait essayer d'appliquer notre théorème des valeurs intermédiaires de manière finode, c'est-à-dire qu'on va appliquer sur non seulement une fonction qui est continue sur un intervalle, mais sur un intervalle lequel la fonction est strictement monotone, c'est-à-dire soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Parce que la continuité va nous donner l'existence de notre réel x0,
par le théorème des valeurs intermédiaires, et la stricte monotonie va nous permettre d'avoir l'unicité. Puisque la fonction elle est strictement croissante, elle ne peut pas nous faire le coup que l'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire redescendre puis remonter, à taper plusieurs fois la même valeur. Et donc c'est ça l'astuce, c'est-à-dire que si on veut utiliser correctement le théorème des valeurs intermédiaires, bah en fait, il ne faut pas l'appliquer n'importe où. Il faut l'appliquer sur il faut en fait prendre en compte les variations de notre fonction. Donc vous voyez bien que de toute façon, quand on étudie une fonction, on fait toujours un tableau de variation. Et donc, on ne va pas appliquer notre théorème des valeurs intermédiaires n'importe où, on va l'appliquer sur un intervalle sur lequel la fonction est strictement monotone. Et on pourra très souvent utiliser un tableau de variation pour vraiment le détecter. Par exemple, ici, je vous montre le cas d'une fonction qui est continue et strictement croissante sur l'intervalle AB. Donc, elle est strictement croissante, donc f de A va être plus petit que f de B, et je vais écrire cette flèche. Alors, ça me permet aussi de préciser quelque chose quand vous avez des flèches sur un tableau de variation. Cette flèche-là, déjà, ça ne veut pas dire croissant, ça veut dire strictement croissant. Quand vous voyez une flèche dans un tableau, c'est une stricte monotonie. Et la deuxième chose, la deuxième subtilité, qu'on ne vous a pas dit avant, mais maintenant qu'on va vous dire, c'est que quand on fait une flèche telle qu'elle, on assure la continuité de notre fonction sur l'intervalle. C'est-à-dire que ça veut dire que ma fonction, elle est au minimum. Alors là, on sait même qu'elle est dérivable. Enfin, on ne sait pas qu'elle est dérivable, mais on pourrait imaginer qu'on a obtenu ce tableau de variation à l'aide de la dérivée. Elle n'est peut-être pas dérivable en f de a, f de b, mais en tout cas, le fait de mettre cette flèche, ça veut dire qu'on assure la continuité de la fonction f sur l'intervalle AB. Du coup, ici, qu'est-ce qui va se passer? Bah, si vous avez un fameux y0, qui est une valeur coincée entre f de a et f de b, eh ben, ça va nous assurer l'existence d'un x0 dans l'intervalle AB, tel que f de x0 égale à y0. Et là, on a bien unicité sur l'intervalle AB, parce que la fonction est strictement croissante sur l'intervalle AB. On ne peut pas en avoir un deuxième, ça n'est pas possible. Donc de même, on va faire le même schéma dans le cas où on a une fonction continue et strictement décroissante sur un intervalle AB. Donc pareil, hein, cette flèche va signifier que c'est strictement décroissant et continu. Et si vous avez une valeur intermédiaire entre f de a et f de b, eh ben ça nous assure l'unicité et l'existence d'un réel x0 dans l'intervalle AB, tel que f de x0 égale à y0. Donc c'est la grande idée, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte du sens de variation de notre fonction que l'on étudie. Donc reprenons notre exemple, et si vous vous souvenez du graphique, qui était ici, eh ben on va admettre que notre fonction est strictement croissante sur l'intervalle -2, -1. Alors, on aurait très bien pu dériver, on obtient un polynôme second degré, étudier le signe, vous pouvez le faire en exercice, c'est très bien pour en être convaincu. Donc, ici, ben on sait qu'on a affaire à une fonction qui est croissante, strictement croissante, entre -2 et -1. f de -2, ça vaut 0, et f de -1, ça vaut 2,75. Et bien si on reprend notre exemple de tout à l'heure, d'essayer de détecter une solution à l'équation f de x égale à 2, de détecter un antécédent de 2, ben ici vous voyez bien que 2, c'est bien une valeur intermédiaire entre 0 et 2,75. Et ici, ben non seulement le théorème des valeurs intermédiaires, puisque la fonction est continue, va m'assurer de l'existence d'un réel coincé entre -2 et -1, m'assurant que f de x0 c'est 2, mais en plus, comme la fonction est strictement croissante sur l'intervalle -2, -1, je sais que j'en ai qu'un seul sur l'intervalle -2, -1. La dernière fois, rappelez-vous, j'en avais 3, mais vous voyez bien que celui que j'ai détecté, c'est celui-là. C'est celui qui en abscisse est coincé entre -2 et -1. Les deux autres, en termes d'encadrement, l'un était encadré entre -1 et 0, et l'autre entre 3 et 4. Et donc là, j'ai pris en compte le sens de variation, et donc je vais avoir non seulement existence, mais unicité sur l'intervalle sur lequel j'étudie. Alors comment rédiger cela? Eh bien déjà, on va préciser que, en fait, comme si on appliquait le théorème des valeurs intermédiaires, c'est-à-dire qu'on va dire que l'on a bien 2 qui est compris entre f de -2 et f de -1. Chose très importante qu'il faudra toujours préciser, c'est que f est continu sur l'intervalle -2, -1. Très important. Et en plus, f
est strictement croissante sur l'intervalle moins 2, moins 1. Je viens de me rendre compte qu'ici, on a oublié d'écrire le petit moins. Alors, on ne va pas appeler ça seulement théorème des valeurs intermédiaires, on va appeler ça le corollaire, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Corollaire, je vous rappelle que c'est un synonyme de conséquence. Et donc, il va y exister un unique réel x0 dans l'intervalle moins 2, moins 1, tel que f de x0 est égal à 2. Dit autrement, sur l'intervalle moins 2, moins 1, l'équation f de x égale à 2 admet une unique solution, qui est un réel x0. Alors, vous voyez l'inconvénient ici quand même de ce théorème, on peut quand même rester sur notre fin, parce que c'est quoi la valeur de x0? Alors, ce que l'on peut faire, c'est utiliser un algorithme pour... Alors, parfois, on sera capable de résoudre l'équation, mais là, déjà, c'est une équation de degré 3, c'est pas évident. Et des fois, en fait, on va essayer, en fait, de se satisfaire que d'un encadrement, mais vous allez voir qu'on a ce qu'on appelle l'algorithme par balayage, une méthode qui va me permettre d'avoir un encadrement, entre guillemets, aussi précis que ce que je veux, et assez rapidement. Donc là, je suis entre moins 2 et moins 1, et imaginons que je veuille, par exemple, un encadrement au millième. Je voudrais encadrer x0 au millième. Alors, dans la vie pratique, dans la vie réelle, souvent, un encadrement assez précis, ça suffit en fait à répondre. Je sais pas, moi, si c'est une longueur d'une table en mètres, bon, bah, déjà, si vous êtes au millimètre près, on est quand même pas mal, vous voyez. Donc, souvent, une valeur approchée, pour résoudre un problème concret, très souvent, ça suffit. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre. Et la deuxième chose, bah, c'est qu'on va essayer de voir comment on fait ça, en fait, de manière efficace. Donc ici, j'ai rentré dans ma calculatrice, j'ai rentré notre fonction. Et ici, je sais que j'ai une solution entre moins 2 et moins 1, et ben je pourrais essayer de me dire, bon, ben, est-ce que je peux pas me faire un tableau de valeurs? Alors, je vous rappelle que pour faire un tableau de valeurs, en fait, vous allez vous appuyez sur la touche seconde, puis la touche fenêtre d'Ftable, et en fait, ici, vous allez voir que quand j'appuie sur seconde, puis la touche graphe, en fait, ça me fait un tableau de valeurs en partant de 0 et de 1 en 1. Donc, par défaut, la valeur de départ, c'est 0, et ça va de 1 en 1. Bah, moi, si éventuellement je voulais avoir un encadrement au millième, ce que j'aurais peut-être tendance à faire, c'est de partir de moins 2, et de dire, bah, je vais prendre comme pas 1 millième. Alors, vous allez voir que c'est pas une bonne idée de le faire directement. Donc, si je commence à regarder, à faire défiler, vous voyez, bon, bah là, j'ai l'impression que je suis à des années-lumière d'obtenir 2. Donc, je vais peut-être y arriver, hein. Bon, potentiellement, j'ai 1000 valeurs à faire défiler, vous voyez. Donc, a priori, c'est pas trop exploitable comme méthode. Vous voyez, j'espère que je vous ai convaincu que ici, je vais galérer, quoi. Pourtant, je sais qu'il en existe, hein, qu'il existe une solution entre moins 2 et moins 1, vous voyez, mais bon, ça avance trop lentement. Donc on va essayer de faire ça un petit peu autrement, c'est ça qu'on appelle l'algorithme par balayage, c'est-à-dire qu'au lieu de faire vouloir faire un encadrement directement au millième, ben, en fait on va commencer déjà par faire un encadrement à l'unité. Bon, nous on sait que c'est entre moins 2 et moins 1. Mais on aurait pu déjà, si on n'avait aucune idée, on savait juste qu'il n'y avait qu'une seule solution sur R, déjà, essayer de faire un encadrement à l'unité, voire même à la dizaine ou à la centaine. Bon, nous, on a déjà un encadrement à l'unité. Donc, par défaut, on aura plutôt tendance de démarrer à moins 2. Alors attention, il faut bien mettre le bon moins. Et en fait, on va déjà faire un encadrement beaucoup moins ambitieux, on va le faire au dixième. L'idée, c'est qu'on va commencer qu'on parcourt de moins 2 à moins 1, en fait, on n'a besoin que d'une dizaine de valeurs. On n'a pas besoin de calculer 1000 valeurs, potentiellement, pour déterminer un encadrement au dixième. Donc, on applique ça. Et qu'est-ce qu'on constate? Ben, on constate que justement, entre moins 1,6 et moins 1,5, ben justement, on a la bascule où on est à moins 1,6, on est en dessous de 2, et à moins 1,5, on est au-dessus de 2. Je vous rappelle que la fonction elle est continue et strictement croissante. Et donc, on obtient directement cet encadrement entre moins 1,6 et moins 1,5. Donc on obtient un encadrement, on obtient cet encadrement au dixième. Et en fait, on va poursuivre notre stratégie pour cette fois-ci obtenir un encadrement, cette fois-ci au centième. Alors c'est là où il faut faire un petit peu attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est pareil, c'est-à-dire que si vous redémarrez à moins 2 et que vous allez de centième en centième,
Bon, vous allez calculer moins de valeurs que ce que j'ai fait tout à l'heure, mais vous allez quand même en calculer beaucoup, et en particulier, vous allez calculer beaucoup de valeurs inutiles. Donc, on va pas partir de, comme on a fait tout à l'heure, de moins 2, on va partir de moins 1,6. On va essayer d'être malin. Donc ici, on part de moins 1,6, et cette fois-ci, on va aller de centième en centième, pour obtenir un encadrement au centième. Et encore une fois, comme on sait que notre solution elle est coincée entre moins 1,6 et moins 1,5, ben en fait, une dizaine de valeurs seulement ici vont me suffire en fait à trouver l'encadrement au centième. Et vous voyez, c'est ce qui va se passer. Ici, la bascule, elle se fait entre moins 1,55 et moins 1,54. Et on peut continuer en fait pour obtenir des encadrements aussi fins que l'on souhaite. En particulier, moi, je m'étais intéressé à avoir un encadrement au millième. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bah, tout simplement, je vais démarrer mon tableau de valeur à moins 1,55. Et donc là, je vais aller de millième en millième. Ok, moins 1,55. Je vais partir de moins 1,55. Et je vais aller faire un pas de millième en millième. Et donc, je vais avoir que 10 valeurs pour parcourir les valeurs entre moins 1,55 et moins 1,54 et déterminer un encadrement, cette fois-ci, au millième. Donc là, par exemple, on trouve que c'est entre moins 1,546 et moins 1,545. Et on pourrait continuer comme ça, ainsi de suite, hein, au 10 millième, etc. Si vous regardez bien, par rapport à la situation que j'ai fait au départ, où j'étais parti de moins 2, il fallait aller de millième en millième, bon, il aurait presque fallu plus de 450 valeurs à calculer, à faire défiler. Ici, en réalité, j'ai dû calculer 10 valeurs pour avoir mon encadrement en dixième, 10 valeurs pour obtenir mon encadrement au centième, et 10 autres valeurs pour obtenir mon encadrement au millième. Donc je n'ai calculé qu'une trentaine de valeurs, au lieu d'en calculer plus de 400. Alors attention, maintenant, ce qu'on va faire, c'est plus en fait exploiter directement sur un tableau de variation des obtentions justement d'antécédents. Ça ne... c'est pas... On va appeler ça une extension du corollaire des valeurs intermédiaires. Alors, ça sent quand même le bricolage, parce que déjà, corollaire, c'est conséquence des valeurs intermédiaires. Et là, on va étendre une conséquence du théorème des valeurs intermédiaires. Bon. Pourquoi pas? Mais l'idée, c'est que plus tard, quand vous en supérieur, ce théorème-là, en fait, il a plutôt un nom, ce qu'on appelle le théorème de la bijection. Voilà. Mais là, en fait, on essaie d'en faire une première approche, et plutôt une approche à l'aide du tableau de variation. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ici, je vais avoir une fonction f qui est continue, et qui est strictement croissante sur l'intervalle a plus l'infini. Bon, elle est définie en a, il n'y a pas de souci. Donc là, ça vaut f de a. Je sais que c'est une fonction qui est strictement croissante, et je sais que sa limite, quand x tend vers plus l'infini, c'est un nombre réel L. J'ai envie de faire un petit peu la même chose que ce que j'ai fait avec le théorème des valeurs intermédiaires. C'est-à-dire que si j'ai une valeur intermédiaire y0, alors la nuance, c'est qu'il ne faut pas que y0 soit égal à L, parce que dans cette situation-là, en fait, la fonction f sur l'intervalle a plus l'infini exclut. Donc c'est là où il faut faire très attention. On étend ce théorème à un intervalle qui n'est plus fermé de la forme AB, fermé borné. C'est un intervalle qui est où vous avez en fait une borne qui est exclue, quoi. Et donc c'est pour ça que c'est pas tout à fait la même chose. Mais si vous avez y0 qui est intermédiaire entre f de a et L, eh ben vous allez encore avoir l'existence d'un antécédent x0 sur l'intervalle a inclus plus l'infini exclu nécessairement, et vous allez avoir une unicité parce que vous allez l'appliquer sur un intervalle sur lequel votre fonction est strictement croissante. Donc ça, bon, on vous demandera, en fait, si on vous demande ça au bac, ça sera à justifier, en fait, à l'aide d'un tableau de variation comme je le fais. Et bon, c'est l'extension du corollaire des valeurs intermédiaires. Sinon, il faut dire tout simplement que f est continue sur l'intervalle a plus l'infini, ça c'est très important, que f est strictement croissante, et que votre valeur y0, elle est comprise entre f de a et L. Et ça devrait largement suffire pour appliquer cette extension du corollaire des valeurs intermédiaires. Donc, un cas qui va beaucoup y ressembler, vous avez une fonction strictement croissante sur l'intervalle a plus l'infini. Bon, il n'y a pas de problème en a, son image c'est f de a. Et ici, la limite, c'est plus l'infini.
Eh ben, en réalité, toute valeur intermédiaire entre f de a et plus l'infini, c'est-à-dire toute valeur supérieure à f de a, et ben, de la même manière, vous allez obtenir un unique réel x0 sur l'intervalle a plus l'infini, tel que f de x0 est égal à y0. Et donc, l'idée, vraiment, c'est qu'on peut étendre, d'une certaine manière, notre corollaire du théorème des valeurs intermédiaires sur des intervalles, en fait, semi-ouverts, c'est-à-dire où il nous manque une borne, et en fait, ce qui va jouer le rôle de l'image, du f de b, ça va être la limite quand x tend vers notre borne supérieure. Et enfin, nous allons appliquer le critère de continuité au calcul, en fait, de limites de suites convergentes. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une composition hybride, entre guillemets. Donc voici le schéma de composition. Et en réalité, ce que l'on obtient, c'est une suite. F de U de n, c'est une suite qui est la composée d'une suite suivie d'une fonction. Alors on ne peut pas faire ce qu'on veut, c'est-à-dire que ici, notre U de n, par hypothèse, vous voyez, ça va être une suite qui converge. Donc quand n tend vers plus l'infini, U de n va converger vers le réel L. Et on a envie, en fait, de composer, quoi. C'est-à-dire de regarder la limite quand x tend vers L de f de x. Alors c'est là où c'est très important, c'est que justement, si vous savez que votre fonction f, elle est définie, alors il faut faire attention à l'intermédiaire, c'est-à-dire que l'intermédiaire, le u de n, tous les termes u de n, ils doivent appartenir à un même intervalle i, sur lequel f est non seulement défini, parce que sinon il y a un problème d'ensemble de définition, mais mieux que défini, où on sait que f est continu sur cet intervalle. Et si on sait continu sur cet intervalle, et que L appartient aussi à l'intervalle, parce qu'on peut faire, il peut se passer très bien que U de n, par exemple, soit toutes des valeurs qui soient dans l'intervalle 0, 1, par exemple, mais que U de n tende vers 1. Bah, si vous avez juste démontré que la fonction f est continue sur l'intervalle 0, 1 exclu, vous n'avez pas forcément le fait que si U de n tend vers 1, f de Un tend vers f de 1. C'est-à-dire que si x tend vers 1, vous n'avez pas forcément la certitude que f de x tend vers f de 1. Donc il faut aussi que cette limite L, c'est très important, soit un nombre qui appartienne à i. Donc vous voyez l'intervalle i ici, il est important parce que c'est l'intervalle de valeur sur lequel est définie la fonction f, et c'est un intervalle dans lequel on doit non seulement avoir tous les termes u de n, mais on doit aussi avoir l'assurance que notre limite L soit dedans. Et bien dans ce cas-là, évidemment, ça va être f de L, quand x tend vers L, f de x tend vers f de L, et du coup, f de L sera la limite de la suite f de u de n. Donc c'est une propriété où il faut faire très attention, et en particulier, donc à ne pas oublier que les hypothèses, quand même, c'est qu'on a au départ une suite qui converge vers un réel L, on a une fonction qui est continue sur un intervalle i, mais ça ne suffit pas pour faire fonctionner tout ça. Il faut qu'on s'assure, entre guillemets, que ça soit, qu'on puisse recoller tout ça, c'est-à-dire que tous les termes u de n soient dans l'intervalle i, et que la limite, elle, soit aussi dans l'intervalle i. Alors faisons un exemple. Alors, regardons un petit peu comment ça se passe. Et moi, vous savez, j'aime bien tout le temps faire un schéma de composition. Donc ma première suite, en fait, c'est la suite des inverses, alors qui est définie que sur n privé de 0. Hein. Et la deuxième fonction que je vais appliquer, c'est la fonction exponentielle, en fait. Alors, au final, qu'est-ce qu'on a? On a que pour tout n dans n étoiles, on a que v de n est de la forme f de u de n, où on va bien préciser qui est qui. C'est-à-dire qu'ici, la suite u de n, c'est la suite 1 sur n, et où f, ici, c'est la fonction exponentielle, la fonction qui a x associe e de x. Très bien. Alors, ce qu'on a besoin de savoir dans le théorème, c'est que la suite converge déjà. C'est un premier point, parce que si la suite, elle ne converge pas, on ne peut pas utiliser. Bon, ici, il s'avère ici que la limite de u de n, c'est 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, premier point, la suite u converge vers 0. Deuxième point, il faut que notre fonction elle soit continue sur un intervalle, et un intervalle qui va, dans lequel on va avoir tous les termes, ainsi que la limite. Alors il s'avère que la fonction exponentielle, bon, elle est très simple,
C'est-à-dire que la fonction f, elle est carrément continue sur R tout entier. Alors j'aurais pu prendre directement R tout entier, mais ici, je vais préciser en fait 0 plus l'infini. Je me casse les pieds, mais c'est juste pour essayer de vous montrer un exemple autre que R, parce que R, il n'y a plus rien à dire, forcément, tous les termes d'une suite réelle sont dans R, mais ici, par exemple, je dis, bah, je sais qu'elle est continue sur R, et donc en particulier sur 0 plus l'infini. Bon, bah, ce qui est important à comprendre, c'est que notre limite, elle appartient déjà à cet intervalle I. Elle appartient déjà à cet intervalle 0 plus l'infini. Ok? Et tous les termes V de n, ils appartiennent à cet intervalle 0 plus l'infini. Hein. U de n appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, quel que soit n. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'on a? Bah, d'après notre théorème, d'après notre propriété, on en déduit que la suite V de n est convergente vers, et en réalité, bah, la convergence, c'est tout simplement f de 0, qui est égal à exponentielle de 0, qui est égal à 1. Alors, est-ce que c'est étonnant? Bah, si on avait utilisé le schéma de composition, en fait, c'est pas trop étonnant, parce que quand n tend vers plus l'infini, vous voyez, 1 sur n tend vers 0, et quand x tend vers 0, exponentielle de x, bah, il tend vers exponentielle de 0, il tend vers 1, parce que la fonction exponentielle, elle est continue. Vous voyez? Et donc finalement, on est juste en train d'expliciter tout ça à travers ce théorème. Et là, je rappelle que j'aurais pu me simplifier la vie en disant que si f est continue sur R, ah bah là, on n'a plus besoin d'essayer de voir que la limite de notre suite convergente est dans I, ni que les termes sont dans I, ça devient une évidence. Mais vous allez voir que souvent, on va avoir besoin justement de pas forcément de prendre I égale R. J'aurais même pu prendre 0,1, vous voyez, par exemple ici. Ici, j'aurais même pu prendre l'intervalle 0,1. Ça aurait été tout à fait possible, par exemple. Elle converge vers 0 dans cet intervalle-là, fermé. Et effectivement, tous les termes, par exemple, U de n, ils sont dans l'intervalle 0,1, si vous regardez bien. Puisque le premier, c'est une suite qui est décroissante. 1 sur 1, ça fait 1, et ensuite, tous les termes sont dedans. Donc j'aurais très bien pu choisir sur l'intervalle 0,1, par exemple. Et nous avons donc une conséquence qui est ce qu'on appelle le théorème du point fixe. Alors le théorème du point fixe, c'est quand vous avez une suite qui est définie par récurrence, et quand vous passez d'un terme au suivant, vous appliquez une fonction f. D'accord? Quand vous passez d'un terme au suivant, vous allez le faire en appliquant une fonction f. Ok? Vous passez comme ça de terme en terme. Bon, eh ben, si on a une fonction f, toujours pareil, qui est continue sur un intervalle i, toute la difficulté sera finalement de bien définir cet intervalle. Que notre suite U de n, elle est à valeur dans I. Alors en particulier que U0 appartient dans I. Et si votre fonction, elle est non seulement continue sur l'intervalle I, mais que vous savez qu'elle est à valeur dans l'intervalle I, on dit dans ce cas-là que I est stable par la fonction f, bah, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que comme un plus 1, c'est f de un, par récurrence, vous arrivez à démontrer que si un est dans I, bah, un plus 1, il est aussi dans I. Donc vous voyez, par effet domino, par effet de récurrence, si U0 il est dans l'intervalle I, que la fonction f elle est définie continue sur I à valeur dans I, bah vous arrivez à démontrer en fait que tous les termes U de n ils sont dans l'intervalle I. Et si vous savez que U de n est une suite convergente vers un réel L appartenant à cet intervalle I, alors nécessairement, L est une solution de l'équation f de x égale à x. Et donc ça, on va voir que c'est une manière souvent de dire, bon, bah, si on sait que la suite elle est convergente, avec toutes ces hypothèses assez précises, eh ben, on sait que finalement, les seules valeurs possibles de L, ce sont les solutions d'une telle équation. Et donc ça permet souvent, finalement, de limiter en fait le nombre de limites possibles. Et l'autre avantage, c'est que ça permet souvent de calculer une limite sans avoir à connaître l'expression explicite de U de n. On va faire un exemple pour mieux comprendre. Donc je regarde la fonction U de n définie par U de 0 égale à 5, et qui pour tout entier naturel n est définie par un plus 1 égale à moins 1,5 de U de n plus 3. Alors déjà, on va essayer de comprendre quelle est la fonction f. Donc ici, notre fonction f, ici, en fait, c'est tout simplement la fonction
une fonction affine, qui a x associe moins 1 demi de x plus 3. Et on a bien un plus 1 qui est égal à f de u de n. Bon, alors ici, pareil, hein, si vous pouvez ne pas vous embêter, vous pouvez directement dire que cette fonction, elle est continue, comme c'est une fonction affine, sur R. Et là, terminé. Il n'y a plus rien à faire. On choisit. Souvent, ce qui va pas être compliqué, c'est de choisir f, mais ce qui est compliqué, c'est de choisir un intervalle i. D'accord? Et donc, cette fonction f, elle est continue, elle est définie et continue sur i égale à r. Alors, j'aurais pu prendre un autre intervalle, mais ici, en fait, le fait que ça marche, que c'est R, bah, automatiquement, bah, je sais que elle est aussi qu'elle est stable par R. J'ai pas besoin, en fait, de démontrer la stabilité de ma fonction f. Alors que si, par exemple, j'avais voulu faire le malin, et que j'avais dit, par exemple, que c'était 0 plus l'infini, bah, c'est pas vrai, par exemple. Parce que vous voyez, la courbe représentative de cette fonction f, c'est cette droite qui est violette, et ben vous voyez bien que, par exemple, l'image de 10, c'est pas si clair, quoi. Donc, peut-être ici, vous voyez, ici, si on peut prendre i égale à r, c'est le plus simple. On n'aura pas toujours i égale r, ce ne sera pas aussi simple. Donc, on a aussi la stabilité. D'accord? Et maintenant, eh ben, on va admettre que notre suite u de n, elle est convergente. On va déterminer sa limite L. Donc, comme on a exactement toutes les conditions, la fonction, elle est continue, notre suite, elle est convergente, les termes de la suite, ils sont bien à valeur dans l'intervalle i sur lequel notre fonction est continue, et notre limite L, vu qu'on a admis qu'elle était convergente, bah forcément, c'est dans R. Et bien, nécessairement, on sait que L va être solution de l'équation f de x égale à x sur i égale R. Alors, imaginons qu'on n'ait pas eu i égale à R, bah, par exemple, ça aurait été sur moins 1, 1. Bon, bah, ça ne nous aurait pas empêché de résoudre l'équation, par exemple, sur R. Et puis, en fait, si on n'avait eu qu'une seule solution qui appartenait à l'intervalle moins 1, 1, et une autre solution ailleurs, bah, en fait, par déduction, on obtient nécessairement la solution qui est sur l'intervalle moins 1, 1. Alors là, ça donne quoi? Eh ben, allons-y, hein. Soit x dans R, résolvons cette équation. F de x égale à x, bah, c'est équivalent à moins 1 demi de x plus 3 égale à x. Bon, bah, c'est une équation du premier degré. On va passer tout le monde du même côté, par exemple. On va dire que c'est moins 3 demi de x égale à moins 3. D'accord? Bon, on va peut-être pas s'embêter. On va tout multiplier par moins 1. Et donc, on va voir que x est égal à 3 divisé par 3 demi, c'est-à-dire 3 fois 2 tiers, bon, on va obtenir x égale à 2. Donc, il n'y a qu'une seule solution à cette équation. Et donc, automatiquement, si on a une limite, c'est L égale à 2. Ainsi, on a nécessairement L égale à 2. Parce qu'en fait, on est dans une situation où il n'y avait qu'une seule solution. Et donc, vous voyez, je n'ai pas eu besoin, ici, de calculer explicitement u de n en fonction de n pour déterminer sa limite. Et la deuxième chose qu'on s'aperçoit, c'est que dans ce tracé, où je vous rappelle finalement ici en abscisse, on a en fait les différents termes u de 0, u de 1, etc. Là, on a la fameuse droite d'équation y égale à x. Là, vous avez la droite qui représente la courbe représentative de la fonction f, de manière générale. Et là, ben, l'idée, c'est que justement, vous avez u de 0 qui vaut 5, vous appliquez f de u0, et en fait, grâce à la droite d'équation y égale à x, ça vous permet en fait de rabattre u de 1 qui est f de u0. Et puis vous refaites la même chose, vous appliquez f de u de 1, et grâce à la droite d'équation y égale à x, vous obtenez f de u de 1, c'est-à-dire u de 2, et ainsi de suite. Ce qu'on appelle un tracé en escalier, ici c'est plutôt un tracé en escargot. Et si on continuait de faire notre tracé, et en fait on s'aperçoit mine de rien que les termes U, en fait, ils ont effectivement l'air de converger vers 2, effectivement, qui est précisément le point d'intersection, en fait, de la courbe représentative de f et de la droite d'équation y égale à x. Mais justement, ce point-là, cette abscisse de ce point, il s'obtient justement en résolvant f de x égale à x. Donc si, justement, la droite d'équation y égale à x et la courbe représentative de f se coupent, et bien justement les abscisses de ces points d'intersection sont précisément les limites éventuelles si la suite converge. Donc c'est un théorème qui est quand même très sympathique, mais il faudra être très vigilant
sur le choix minutieux de l'intervalle I dans la pratique. Et j'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à poster des commentaires pour toute remarque sur la vidéo. Et je te souhaite un bon travail en mathématiques. À bientôt.